d'une autre poignée. On sait bien que le droit, la justice, la prison, etc. sont toujours là pour permettre à des dominants d'exercer leur pouvoir et à des dominés d'obéir, sinon de se faire punir s'ils n'obéissent pas à ce pouvoir dominant. Donc ça a été un système que je ne défends pas, mais que je me présente comme tel. On sait comment il a fonctionné comme tel pendant des siècles. Il y avait une espèce de méritocratie qui permettait une ascension sociale. On pouvait quitter un monde pour l'autre. L'école était là, qui permettait à un enfant de pauvre s'il était bon à l'école, de passer le certificat d'études et puis peut-être de devenir instituteur ou éventuellement d'être remarqué par des gens qui pouvaient lui faire grimper la classe sociale et changer de monde. Voilà comment a existé le monde d'après la Révolution française, on dira. Pour aller vite. Et tout ça s'est effondré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de crainte du gendarme, il n'y a plus de crainte de la prison peut même passer pour des lettres de noblesse, on est allé en tôle, on est un tatoué, on est un dur, et puis aujourd'hui on voit bien, on fait des photos dans les prisons. J'ai vu récemment des gens qui faisaient des concours de ligne de coke en prison, qui se baignaient dans une piscine gonflée dans une prison, qui faisaient des fiestas dans les prisons, ils font des vidéos, ils font tourner tout ça, etc. Je ne dis pas que je serais pour l'amélioration des conditions pénitentiaires, pour le téléphone dans les prisons et pour le fait qu'on sorte pas mal de gens des prisons pour les mettre dans des endroits qui ne seraient pas les prisons et qu'on réserve la prison à des gens qui mériteraient la prison. Mais ça, c'est un autre sujet. Juste pour dire que il y a un moment où effectivement, c'est quoi la question? Oui. Et il y a un moment où effectivement on voit bien que cet effondrement de notre civilisation n'oppose plus des dominants des dominés, avec la possibilité pour certains dominés de passer dans la classe des dominants avec le mérite républicain, la méritocratie républicaine, mais une société totalement atomisée, avec effectivement des individus, mais surtout des individus regroupés en tribus. On n'a plus peur de la prison, on n'est pas convaincu par la méritocratie républicaine, parce qu'on sait très bien que ça sert à rien d'avoir des diplômes. Pourquoi faire un bac plus 10 avec des diplômes si on ne trouve pas de travail et qu'on se retrouve à je sais pas quoi. J'ai vu l'autre jour la fille d'un ami qui se mariait, une trentaine d'années, et qui avait des amis de son âge au mariage, et des gens qui avaient des formations formidables, des formations de scientifiques, des laboratoires ne les prennent pas parce qu'il n'y a plus d'argent, et qui sont obligés de faire d'autres métiers, qui sont, pour l'une, par exemple, qui a passé le concours de professeur des écoles et qui est institutrice. C'est bien qu'elle soit institutrice et qu'elle ait trouvé un travail, mais c'est pas bien pour la science qui perd une intelligence, et de fait, on voit bien que ça sert à quoi? Si en plus de ça elle avait trouvé ce boulot, elle aurait probablement été assez peu payée ou mal payée, et on se dit, évidemment, on ne croit plus à la justice, on ne croit plus à l'école, on ne croit plus à la formation, on ne croit plus à ces choses-là, on ne croit plus qu'au piston. On sait aujourd'hui que l'inégalité, elle règne dans une fausse société égalitaire, tout le monde crie à l'égalité, mais on voit bien que ce sont les gens qui disposent du pouvoir dans cette société qui permettent à leurs enfants de s'en sortir pendant que les autres coulent avec leurs enfants. On sait très bien aujourd'hui que si on fait partie des classes privilégiées, moi je sors d'un milieu extrêmement modeste et je n'y suis plus, donc je peux parler des deux mondes, hélas, autant mieux, mais je vois bien, si je suis malade, que je peux, moi, accéder à des médecins spécialisés, parce que je peux appeler machin qui connaît bidule et qui connaît un tel et qui m'obtiendra un rendez-vous, etc. Et on m'écoutera autrement et différemment, et c'est pas normal. C'est évidemment pas normal, parce qu'il y a des médecines à deux vitesses, parce qu'il y a des santé à deux vitesses, parce qu'il y a des éducations à deux vitesses, et on sait aujourd'hui que si on a de l'argent, on habite dans un bon quartier, si on habite dans un bon quartier, les enfants iront dans une bonne école, et puis que si la carte scolaire n'est pas forcément favorable, on a des copains qui permettent d'arranger les choses, et on donne un coup de fil, et puis on peut trouver l'endroit, on va faire du chinois ou du russe, qui va nous permettre de mettre un enfant dans un endroit où effectivement il aura les bonnes formations, ce genre de choses. Donc elle est déjà là, l'inégalité. Et on sait très bien qu'il y a des élites et qu'il y a des gens qui ne feront pas partie des élites et que la méritocratie républicaine a disparu et que ce n'est plus que le piston, les copains, les coquins qui peuvent éventuellement pousser les fils et les filles des amis, faire de telle sorte qu'on trouve du boulot ici, là, pour faire un stage. Ce terrible truc des stages, on se dit mais comment on fait? Moi, avec mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, si j'avais eu à faire des stages en habitant un village de 500 habitants, je me demande où j'aurais pu les faire.
ailleurs que dans la fromagerie du lieu du village, qui n'existe plus d'ailleurs, cette fromagerie. Et le petit garçon que j'étais, s'il était dans ce village aujourd'hui, eh bien les stages, il pourrait toujours courir pour essayer d'en trouver. Il n'en ferait pas, ou il n'en trouverait pas de bons, parce qu'effectivement, il n'aurait pas les parents qui auraient les bons copains, les bons amis, qui pourraient lui permettre d'être pistonné. Donc nous sommes dans une société éminemment inégalitaire, éminemment aristocratique, éminemment élitiste, avec des gens qui ont tout, qui peuvent tout, qui savent tout, qui ont tous les moyens, qui peuvent arranger les choses pour eux, pour leurs copains, pour leurs amis, pour leur tribu, et puis d'autres qui ne peuvent rien, parce qu'ils sont des exclus complètement. Alors je crois que à une époque, la gauche, la mienne, celle que j'aime toujours, mais qui n'est plus visible, mais elle rendait possible le mérite républicain. Elle rendait possible avec l'école, avec la culture, avec les bibliothèques, avec le savoir. Elle permettait à des individus de sortir de leurs conditions et permettait, avec parfois justement les diplômes qui signifiaient des choses, eh bien, de pouvoir rentrer dans un autre monde où on pouvait se sortir de la misère de laquelle on provenait. Donc effectivement, la société du passé n'était pas égalitaire, ça c'est évident, mais je pense que la nôtre est plus inégalitaire encore parce que l'abondance de biens est telle aujourd'hui que on crève devant les objets. On veut des belles voitures puissantes, on veut des ordinateurs puissants eux aussi, des téléphones portables puissants. On veut plein de choses parce que la société de consommation nous fait désirer plein de choses et qu'il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc je pense que le destin d'une civilisation dans laquelle une gauche crédible n'existe pas ou n'existe plus, ou dans laquelle la gauche est même devenue un instrument de cette aliénation-là, la gauche libérale, eh bien, c'est effectivement une augmentation de cet état des lieux, c'est-à-dire l'explosion, l'existence des tribus, l'affranchissement à l'endroit de la morale, cette idée que finalement, pas vu, pas pris, et si on peut s'arranger, ben après tout, voilà, c'est business et on se débrouille. Je crois que nous allons, hélas, de plus en plus vers ces choses-là, que la police n'a plus les moyens de faire son travail, la justice n'a plus les moyens de faire son travail, que les médecins, les instituteurs et les professeurs n'ont plus les moyens de faire leur travail, et que chacun bricole dans son coin, avec une possibilité de considérer que ce vers quoi nous allons, c'est une espèce de retour de la jungle. Et de fait, nous sommes aujourd'hui dans la jungle, avec les forts, avec les faibles, avec les dominants, avec les dominés, avec ceux qui oppriment, et avec les oppresseurs, avec les opprimés, avec les forts et les puissants, avec les pas forts et pas puissants, mais qui se mettent en groupe et en bande et qui redeviennent forts et puissants et qui peuvent faire peur à d'autres puissants. Et je pense que jamais autant qu'aujourd'hui, en cette période d'effondrement de notre civilisation, nous n'avons été aussi près de la jungle. Projet révolutionnaire, un vrai, et peut-être même le seul projet révolutionnaire. On voit bien aujourd'hui comment le marxisme s'est effondré, et même les prétendus marxistes ou les néo-marxistes ou les gens qui reprennent le flambeau n'ont pas de proposition vraiment très intéressante de changement de la société, alors qu'il y a dans la décroissance une vraie proposition révolutionnaire et surtout existentielle. C'est-à-dire la décroissance, c'est pas les autres. On n'attend pas que les autres aient décidé qu'eux. On décide soi-même de vivre autrement et différemment dans le monde des objets. Il y a un très beau livre de Baudrillard sur le système des objets. Il y avait les choses de Pérec. Enfin, il y a une époque où on a commencé à penser les choses. Parce que je me souviens, j'ai l'âge de me souvenir de ce qu'était l'intérieur d'un milieu ouvrier dans les années 60, dans lesquels il n'y avait pas grand-chose, mais juste des choses utiles. Il y avait une chaise pour s'asseoir, il y avait une table pour manger, et puis il y avait un lit pour dormir, et puis voilà, les objets répondaient à une utilité, et à une utilité élémentaire et séculaire. Et puis après, on a créé des nécessités qui n'étaient pas séculaires, qui n'étaient pas, même si on est parti d'elles, par exemple communiquer, c'est vieux comme le monde, mais cette idée que le téléphone puisse exister, mobile, fixe pardon d'abord, puis ensuite mobile, puis après mobile pour tout le monde, eh bien on a créé effectivement des désirs, des besoins. On voit bien aujourd'hui comment on fabrique des objets de plus en plus sophistiqués pour nous faire consommer. Le consumérisme est devenu la loi, c'est-à-dire aujourd'hui on est ce que l'on a. Une voiture, un ordinateur, une montre, des vêtements, des parfums, des choses, des objets, un téléphone particulier, on téléphone à quelqu'un, on voit tout de suite quel type de téléphone on a, c'est le dernier, c'est le récent, c'est l'ancien, on est ringard, on a un vieux truc, ah bon, c'est un grille-pain, tu as encore regardé, il croit qu'il sert de téléphone aussi, enfin les plaisanteries douteuses sur les gens qui disent non, moi j'ai ça depuis 10 ans et ça me sert à téléphoner, à rien d'autre. Sont des réponses intéressantes. Alors, le décroissant, c'est celui qui dit, et qui a raison, le consumérisme ne passera pas par moi. Je ne vais pas souscrire à ce système des objets qui est en plus de ça un système qui exige de moi que je sois un esclave.
un esclave du salariat. Si j'ai des objets, la plupart du temps je m'endette, parce que ces objets-là, ça coûte cher. Et si je m'endette, il faut que je travaille. Si je travaille, il faut effectivement que j'accepte les logiques du salariat, etc. Et donc, effectivement, je suis pieds et poings liés. J'ai des traites, me disaient mes collègues, des traites, ma maison, ma voiture, la voiture de ma femme, les études de mes enfants, enfin toutes ces choses qui font qu'effectivement, on est obligé d'aller travailler puisque on a souscrit à toutes ces servitudes volontaires. Le décroissant dit, mais en épicurien contemporain, moi quand j'ai soif, je bois des choses simples, pas question de m'acheter des grandes caves avec des grandes bouteilles, ça n'exclut pas de temps en temps, enfin ça n'exclut pas de boire du vin, des bons vins, pourvu qu'ils soient éventuellement simples et pas coûteux, et ça existe aujourd'hui, il y a des vins d'auteur qui font ça très bien. On va pas forcément dans les très grands restaurants dits gastronomiques, il y a une abréviation qui des gastros, je trouve ça très intéressant qu'on utilise un terme de pathologie médicale pour qualifier des restaurants. Et puis qui disent non, on mange des choses simples, puis bien parfois on n'a pas de télévision, on n'a pas d'ordinateur, ou on a un vieil ordinateur, enfin qui sont dans des logiques de décroissance qui vont de l'ascèse totale. J'ai pas d'électricité, j'ai pas de voiture, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas tout ça. Ça peut exister, on peut vivre comme ça. Et j'ai du respect pour les gens qui vivent comme ça. Jusqu'à un autre type de rapport aux objets. C'est-à-dire qu'on possède des objets, mais on n'est pas possédé par eux. Et alors, moi, j'ai pas la force d'âme d'être un décroissant qui dirait je peux vivre avec dans une maison à 15 degrés, et je mets 2 pulls et puis je fais des feux de bois et puis ça ira très bien. J'ai un profond respect pour les gens qui savent et qui peuvent vivre comme ça, un peu même d'admiration. Mais je conçois, pour l'avoir vu, parce que c'était le mode de vie de pas mal de gens que j'ai connus dans mon enfance, que c'est possible et que c'est pensable et que des gens puissent le vouloir aujourd'hui, à l'ère d'Internet, etc. Je comprends que des gens disent, mais à quoi bon d'aller aux Maldives, aller visiter des pays, prendre des avions, augmenter la trace carbone, se faire touriste au milieu des touristes ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui me tente. C'est comme l'option végane, ou végétarienne plutôt, qui sont des pratiques qui m'intéressent parce qu'elles sont existentielles et qu'elles supposent qu'on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant d'être un décroissant si on arrive avec une voiture de sport, un téléphone haut de gamme et puis tout le matériel informatique qui va avec. Si on est décroissant, alors on vit en décroissant et c'est immédiatement visible. Et moi j'ai toujours du respect pour les gens qui sont à la hauteur des idées qu'ils professent. Peu importe les idées. Moi j'aime bien les gens de gauche quand ils ont des vies de gauche. C'est pas toujours le cas, c'est pas souvent le cas, et c'est pourquoi ça m'énerve aussi souvent la gauche. Mais quand des gens de gauche ont des vies de gauche, alors c'est pour moi une des modalités de la sainteté. Et puis je dirais quand des catholiques ont des vies catholiques, quand des écologistes ont des vies d'écologistes, quand des marxistes éventuellement ont des vies de marxistes, c'est-à-dire qu'on les voit vraiment dans la fraternité, dans le partage, dans le refus du consumérisme, dans le refus du capital et du capitalisme. J'ai connu comme ça un marxiste qui avait un camping-car, qui avait une voiture, puis une deuxième voiture, puis qui avait un scooter, puis qui avait une grosse moto, et puis qui avait, etc., etc. Il croyait qu'il était révolutionnaire, et il le croit toujours d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, c'est pas là qu'elle est révolutionnaire, mais j'ai du respect pour quelqu'un qui mène une vie de révolutionnaire, c'est-à-dire qui dit le capital ne passera pas par moi, et qui montre qu'effectivement le capital ne passe pas par lui. Donc il y a dans la décroissance pour moi une option existentielle, qui est une option éthique, qui fait que quand elle n'est pas qu'un discours, c'est comme l'écologie, quand elle n'est pas qu'un discours. Les chiffres nouveaux, même si pendant 6 mois ils ont dit tout et n'importe quoi, le contraire de tout, on les invite à nouveau, et un peu comme avec la météo, ils nous donnent le temps qu'il a fait hier avec une extrême précision, mais rarement le temps qu'il va faire demain. Donc non, je pense qu'il y a dans la philosophie un travail sur la longue durée, il y a des registres et des vitesses qui sont différentes. Quand je travaille à Décadence et que j'embrasse 2000 ans d'histoire, évidemment, on a besoin d'un temps long, d'un temps de silence et de méditation, de travail dans son bureau, bibliothèque, etc. Et puis après, on peut aussi penser l'actualité, on peut penser les choses un peu chaudes, justement en regard des longues durées. C'est-à-dire que ça me paraît extrêmement intéressant pour pouvoir voter pour quelqu'un, non pas de se soucier de son programme, parce que là c'est quand même la foire à la séduction, que de se soucier de son passé. C'est très intéressant le passé des gens. Et de son passif peut-être aussi. Le passé est souvent un passif, donc quand on a vu des gens qui ont trahi, tout dit, contraire de tout, qui se sont alliés avec des gens qui sont devenus leurs amis, puis leurs ennemis, puis etc., bon, on voit à peu près à qui on a affaire. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il a derrière lui le 18 juin, ça aide un peu. D'autres ont un passé qui est effectivement un passif, souvent de traître, donc c'est intéressant, ça permet de savoir. C'est pour ça que vous êtes abstenu alors au premier tour. Non, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux grosses, je dirais. La première, c'est qu'en 2005, quand j'ai fait partie de ceux qui
ont voté pour le référendum contre la formule libérale de l'Europe et non pas contre l'Europe. Il y a eu un non massif. Et en 2008, on nous a dit, vous aurez exactement le même texte. Et Valéry Giscard d'Estaing qui dit dans Le Point que c'est le même texte. Quelques virgules qui ont changé, il a dit ça. Vous avez absolument raison, il avait juste pour donner l'impression que c'était un autre texte. Vous pouvez dire que formellement c'était un autre texte. Et puis les députés et les sénateurs ont dit ce que le peuple a voulu, nous n'en voulons pas, et nous décidons que de toute façon ce référendum que vous avez refusé, enfin du moins auquel vous avez répondu par non, nous y répondons par oui, et vous y aurez droit. J'ai estimé que c'était un coup d'État à sa manière, parce que où la souveraineté existe, où on recourt au référendum et puis on obéit au référendum, ou alors on dit je fais un référendum, je souhaite que ce soit oui, si c'est non, on le mettra à la poubelle, si c'est oui, on le garde. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, le devoir du citoyen, non pas l'électeur, mais le devoir du citoyen qui est l'homme politique, qui est censé nous représenter, c'est de respecter les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est la première raison qui fait que, dans la mesure où il y a une rupture de contrat social, je n'y suis pas allé. Restons sur cette première raison, vous me développerez dans quelques instants la deuxième, quand vous dites, et on comprend, les cicatrices et les Français les portent encore sur ce référendum et cette parole non respectée, mais aujourd'hui, vous avez eu hier des candidats qui étaient pour, par exemple, la sortie de l'euro. C'est factice, selon vous ? Je vais vous donner la deuxième raison. Parce que la deuxième raison, c'est que, en fait, tout a été fait pour que le goulot d'étranglement arrive à ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on nous a dit, il y a des grands candidats et des petits candidats. Pourquoi les grands sont-ils grands et pourquoi les petits sont-ils petits? C'est étonnant. Regardez, les petits candidats, ce sont tous des gens qui sont contre la formule libérale de l'Europe. Drôle, hein? Et tous ceux qui sont des grands candidats sont tous des gens qui sont pour la formule de l'Europe. Vous voulez dire qu'on a appelé petits candidats ceux qui sont contre le système Non, c'est que... dans lequel vous nous mettez les médias. Ah, je ne vais pas parler de médias, pas non, encore. Non, mais je suppose parce que... non, mais je dis que quand vous avez les fameux grands candidats, vous en avez deux qu'on présente comme des sceptiques. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes une observatrice avisée, vous aurez bien vu que dans les derniers temps, ces deux-là nous disaient qu'on allait voir, qu'on allait négocier. Mélenchon dit, moi je vais voir Merkel, quand elle va me voir, elle va se calmer, on va refaire un traité, là, ça va être autre chose, et vous allez voir, dans le genre on garde, mais on garde pas tout en gardant. Sous-entendu, on touche pas à l'euro, on touche pas à l'Europe. C'est bon, il pouvait faire partie des grands. Marine Le Pen qui décide de tout, des boutons de guêtre, elle dit, il y aura ceci, ce sera cela, etc. Sur la question de l'Europe, c'est la même chose. On négociera, après la négociation, on fera un référendum, on verra ce que donnera ce référendum, etc. Bon, ces deux-là avaient gagné le droit de faire partie des grands parce qu'ils avaient montré des gages aux gens qui estiment que la politique, la vraie, la seule, la sérieuse, c'est de rendre possible... Alors si je suis votre raisonnement, un candidat qualifié entre guillemets de petit, mais qu'on aurait dû qualifier selon vous de grand parce qu'il incarne une véritable rupture par rapport à l'euro et à l'Europe, ce serait François Asselineau. Non, je dis pas ça, je dis que... Qu'est-ce qu'il dit lui Alors c'est plus subtil les médias, vous savez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gros sabots, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, donc on fabrique la petitesse du petit candidat. On évite une grande visibilité. Si vous évitez la visibilité, ils ne sont pas bankable, nos petits candidats, et ils restent petits. Éventuellement, on se débrouille pour que des petits candidats obtiennent 500 signatures. C'est sidérant, ça. Que des gens comme Marine Le Pen, un temps, ne parvenaient pas, ou Jean-Luc Mélenchon nous disait « j'ai du mal ». Avec leur surface politique, ils avaient du mal à trouver 500 signatures. C'est drôle. Asselineau, qui fait 0 et quelques, enfin quasiment en dessous de 0, il a ses 500 signatures. Il n'y a aucun problème. Cheminade, il a aussi ses 500 signatures. Drôle, quand même, que ces gens-là aient leurs signatures. Parce qu'effectivement... Drôle ou alors vivifiant pour la démocratie? Non, c'est ironique. Vous voyez bien, on choisit des comiques, on choisit des guignols. Jean Lassalle, c'est formidable. Quand on a un candidat comme ça, il n'y a pas de problème. Il est drôle, c'est fantastique, c'est la ruralité, il a un accent... La Vierge lui apparaît régulièrement, c'est formidable, il est sympathique, moi j'aime beaucoup. Vous avez Poutou qui fait de son cinéma, vous avez Artaud, tout ça est bien. Est-ce que votre sympathique n'est pas un peu condescendant? C'est ce que vous nous reprochez quand vous dites sympathique, on a l'impression qu'ils sont là pour amuser la galerie. Non, mais bien sûr qu'on les a choisis pour ça. Mais bien sûr que les petits... Choisis? Oui, on les choisit pour qu'effectivement, on leur facilite les choses, on s'arrange. Moi, je l'ai rencontré, monsieur Lassalle, j'aime beaucoup, il m'avait invité, on s'est rencontrés, on a déjeuné à l'Assemblée nationale, et il m'expliquait qui le finançait et comment, et c'est assez intéressant de voir qu'on se dit, ah bon, vous êtes financé par ce monsieur qui, normalement, n'a aucun intérêt à vous financer, pourquoi vous êtes financé par lui? Et on voit effectivement que des gens ont intérêt de dire, pour la diversité, on a des individus qui sont là, et qui vont montrer que, vous avez bien vu que c'est la démocratie. Et tout le monde peut être candidat, puisqu'on a même ceux-là. Il y en a un qui veut aller sur la Lune, il y en a un autre qui chante en basque, il y en a un autre qui... Alors c'est quand même grand, la démocratie. Oui, et pendant ce temps-là,
Ceux-là, ils permettent finalement d'amuser la galerie pendant que les sérieux, vous avez vu le premier débat télévisé, on a dit bon, les comiques on les laisse, on peut pas avoir 11 personnes, hein, on va prendre les sérieux. Et avec les sérieux, on avait déjà commencé un tri sélectif. Mais dans ce théâtre-là, parlons des entre guillemets sérieux, vous le dites avec ironie. Vous avez vraiment l'impression que sur l'Europe, rien ne changerait, qu'on donne l'impression, parce que là, on présente quand même deux candidats que tout oppose, deux visions du monde, deux visions de la France. Oui. Avec un Emmanuel candidat, Macron et Marine Le Pen. oui, un candidat qui va être élu, et un candidat qui ne va pas être élu, c'est fait pour. C'est une élection à un tour, l'élection présidentielle, et le président a été élu là, hier. La preuve, il a déjà fait la fête. Hein, oui, c'est pas parce qu'il a fait la fête que les Français... voilà. Je vois mal comment un candidat qui a tout le monde pour lui, Macron, il a l'Union rationaliste des athées, en même temps le pape, il a le MEDEF, mais en même temps il a la CGT, il a la droite, puis il a la gauche, il a Juppé, mais il a aussi qui l'on voudra, enfin, il a tout le monde. Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué, bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il l'a redit dans la presse, donc que Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste. Ça n'a posé aucun problème. C'était plus important les vestons de Fillon. Alors oui, allons-y pour les vestons de Fillon. Mais un bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste? C'est quand même étonnant ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui... Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent, oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Je vous donne des faits. Je vous donne des faits. Je vous dis aujourd'hui, François Hollande nous a dit qu'il fallait voter Macron. Il l'a dit il y a 3 mois déjà, ou 2 mois, parce que pour les gens qui suivent un peu... Vous n'êtes pas tombé de votre chaise? Non, mais pas du tout. Il est allé au Liban, notre ami Macron. Quand vous allez au Liban et que vous êtes reçu par l'ambassadeur, ça veut dire que le Quai d'Orsay a donné son autorisation, donc le chef de l'État donne son accord. Marine Le Pen est allée aussi, reçue par le président. Pas par les mêmes. C'est pas exactement la même chose. Je vous dis, voilà. Oui, non, mais le président du Liban, il est souverain et autonome, il reçoit ce qu'il veut. En revanche, quand vous êtes reçu par l'ambassadeur du Liban, vous êtes reçu par la France. C'est le candidat du système, le candidat de la République, le candidat du président. Oui. Oui, c'est ça, c'était le candidat du président, donc tout a été fait pour qu'il soit élu, et il va être élu. Mais au-delà peut-être des candidats, et c'est ce que vous pointez souvent, Michel Onfray, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, au-delà du nom d'un tel ou d'une telle, c'est que selon vous, on a renoncé à notre souveraineté. C'est-à-dire que vous dites, directement, qu'on prend nos ordres à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Que demain, le 8 mai, on va passer un coup de fil à qui? À Madame Merkel? Ah, c'est pas nous qui allons passer des coups de fil, on va nous passer des coups de fil, comme on sonne un domestique. En disant, Monsieur le Président, d'ailleurs vous avez vu, hein, aujourd'hui c'est extraordinaire la bourse, c'est formidable. Tous les marchés sont rassurés, moi j'ai lu la presse ce matin, en Allemagne on souffle, aux États-Unis on voit que les marchés sont très heureux et très contents, on a bien voté, les marchés sont tranquilles, sont heureux, sont contents. Ben voilà, tout est fait pour ça. Donc oui, effectivement, le chef de l'État qui nous donne l'impression qu'il va choisir ne choisira rien parce que le jour où il sera élu, on lui fera savoir ce qu'il faut faire parce qu'il y a une feuille de route. Et la feuille de route, elle est à Bruxelles. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut faire exploser quoi? Les règles du jeu? C'est un État... Je propose ça, moi. Je propose... Maastrichtien, c'est ça? Maastrichtien, oui. Il faut le casser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une révolution? Parce qu'Emmanuel Macron, vous avez lu son livre ou vu le titre? Ah oui, ça c'est pour rire. Révolution chez Macron, laissez-moi rire. Enfin, c'est quoi une vraie révolution alors? Elle doit se faire dans la rue avec... Alors, soit on est dans la logique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution jacobine, on coupe les têtes. C'est Robespierre. Moi, c'est mon ennemi, Robespierre. Je pense que on ne doit pas pouvoir faire couler le sang et les guillotines sont à refuser. Et moi, mon modèle, c'est plutôt la Commune de Paris. La Commune de Paris met le feu à la guillotine. Dans ce que je propose ici, c'est effectivement une révolution si on veut, mais je veux pas galvauder le mot. Je dis juste qu'on doit, sans faire couler le sang évidemment, sans couper des têtes, même symboliquement, même réellement, dire réorganisons les choses autrement. C'est-à-dire que on a le vieux schéma, la cité de Dieu, la cité des hommes, chez Saint-Augustin, on nous dit dans le ciel il y a un Dieu, donc sur terre il faut qu'il y ait son équivalent, et c'est la monarchie pendant des siècles. La Révolution française dit on arrête avec la monarchie. Il y a 2 courants dans la Révolution française. Un premier qui est jacobin qui nous dit on arrête sans arrêter tout en arrêtant. C'est-à-dire que Robespierre restaure le culte de l'être suprême, le temple de la raison, en disant il faut de la mystique pour faire de la politique. La mystique, c'est moi, en gros, c'est moi le chef. J'ai avec moi le clergé. Et puis, donc ça veut dire qu'on a une descente, comme ça, ça descend du haut, comme ça, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Étymologiquement, le pouvoir du sacré. Et ça descend jusqu'au sujet, jusqu'aux manants. Et les manants, ils obéissent.
leur dit, il faut faire ça, pas faire ça sur le marché, vous n'avez pas le droit d'exposer un lapin, parce que les directives de Bruxelles vous expliquent que si vous n'avez pas une chambre froide qui a été achetée à tel endroit avec les normes ceci, etc., vous pouvez pas. Donc voilà. C'est le système que vous voulez écarter en faveur de... je dis, on part de la base. Et cette révolution que je propose, si vous voulez vraiment qu'on utilise le mot, mais moi je l'utilise pas. Non, c'est la pensée provinciale plutôt que... Oui, si vous voulez. Si on peut la résumer oui, d'ailleurs, parce que pour moi, provincial, vous y êtes né, vous y êtes toujours, et vous... C'est formidable, les provinces. Et la province. Je n'ai pas dit le contraire. Non, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Je dis juste que quand on veut faire de la politique à partir de la base, on dit il y a des intelligences collectives. Il y a des gens qui savent, des paysans, des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, des gens de terrain, des gens qui sont là, qui savent comment ça marche une vigne, comment ça marche un village, comment ça fonctionne, etc., etc. Redonnons le pouvoir aux communes avec des gens qui sont susceptibles de faire de telle sorte que le citoyen fasse le pouvoir. C'est le principe de l'autogestion. Et puis après, ça grimpe. C'est-à-dire, ça ne descend pas du ciel, ça grimpe jusqu'à un État, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut constituer un État qui soit libertaire, parce qu'il serait la garantie des libertés, plutôt que l'État théocratique, qui décide qu'il est autoritaire, et le chef décidera pour tout le monde. Nous attendons des solutions d'un homme providentiel. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils nous séduisent. Avec moi, il y aura plus de neige d'hiver. Vous préférez la fameuse décence ordinaire oui, d'Orwell. Oui, mais j'aime les gens qui sont au contact du réel. En oui. vérité, je reçois de nombreux invités, vous le dites vous avec talent, cette forme d'État finalement nouveau que vous voulez, mais d'autres l'ont dit, ils n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement? Quels autres? D'autres personnalités qui ont venu de la société civile, qui ont voulu incarner cela, cet État-là, qui serait moins centralisé, etc. Il n'y a... si vous voulez que je cite des noms, il y a Alexandre Jardin, il y en a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on y a... écoutez, sérieux. Mais pourquoi j'allais dire, votre idée, votre inspiration marcherait plus que celle des autres, qui est basée sur la même idée? Je dis pas ça. Je dis qu'Alexandre Jardin, il avait une excellente idée. Il a dit à un moment donné, il va falloir qu'une espèce de consultation citoyenne permette de faire monter, de faire émerger un nom. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Quelle est la méthode Onfray? Et comment ça s'est passé avec Jardin? Un jour, il a dit, au fait, le nom qui émerge, c'est le mien. C'est moi qui serai le candidat de cette société. Et d'un seul coup, les gens ils ont découvert à la radio, à la télévision, qu'Alexandre Jardin s'était autoproclamé candidat de la société civile. Il n'a pas obtenu ses signatures. C'était pitoyable. Cette idée était bonne. D'ailleurs, quelques-unes de ces idées sont bonnes. Gardons l'idée pour, vous dites, un État jacobin, Quelques-unes de ces idées sont bonnes parce que c'est les miennes, ce sont les miennes, hein, et qu'il connaît mon travail et qu'il s'en sert assez régulièrement. Ouais. Non, mais c'est très bien. Moi, mais c'est dit à bon entendeur. Et oui, il est venu à l'université populaire, il connaît mon travail, et puis vous savez quand... C'est une bonne chose quand on s'inspire des idées des autres, c'est qu'elles sont bonnes. Ce qui est mieux, c'est de les citer. Parce que là, au moins, on est capable de dire qu'on peut travailler en synergie, que par exemple, l'université populaire, c'est très exactement une proposition concrète, et qui rentrait tout à fait dans les projets ou les programmes d'Alexandre Jardin, mais c'est pas important, Alexandre Jardin. Je pense que ce qui était important, c'était cette idée qui a été dévoyée, hélas. C'est-à-dire cette bonne idée à l'origine d'Alexandre Jardin, elle a été dévoyée par quelqu'un dont on a découvert qu'il était dans une logique jacobine. Il a dit, on a besoin d'un chef, et le chef, ce sera moi. Il est dans cette logique-là. Et si on devait vous classer, je sais que c'est très difficile, que vous n'aimez pas ça, mais est-ce qu'on pourrait dire une gauche anti-libérale et profondément libertaire? Ah ben, c'est ça. Si vous voulez des étiquettes, allons-y. Oui, oui, absolument. Gauche antilibérale, c'est ma cohérence depuis le début. Donc certains pointent en disant oui, mais une fois il y a eu celui-ci, puis une fois il y a eu celui-là, etc. Je dis mais oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a des contradictions dans cette aventure, mais je vous rappelle que ce qui liait ces individus-là, c'était effectivement une gauche antilibérale et précisément une gauche libertaire. Et je dis qui est le personnage qui m'inspire, c'est Proudhon, et c'est un socialisme libertaire justement qui démarre des communes, des communautés, de l'autogestion, du talent des gens. Mais quand vous dénoncez, critiquez l'Europe, vous savez ce qu'on va vous dire. On va vous accuser de tous les maux. MOTS, MAUX, de tout. Oui. Bon, ça, j'ai un peu l'habitude. Le problème, c'est pas ce qu'on dit de moi ou ce qu'on pense de moi, c'est que des gens puissent entendre un discours alternatif et que les gens puissent se faire directement un avis. C'était pour arriver à cela que je vous disais ça. On ne veut pas entendre un discours alternatif sur l'Europe aujourd'hui, parce qu'on a eu quand même l'impression, nous, pendant ce débat, qu'il y a eu quand même pas mal de candidats souverainistes qui voulaient la sortie de l'euro, qui voulaient faire la peau à l'Europe. Oui, mais lesquels? Des gens qu'on a... Je vais pas citer de nouveau François Asselineau, on va croire que je soutiens maintenant avec son score. Voilà. Mais pourtant, ces idées ne sont pas audibles. C'est la question de... Il a beaucoup cité de textes et d'articles. Oui, mais il n'avait pas tort. Ça a simplement fait... ça a généré des colibés le lendemain. On s'est moqué de lui, on disait, ah là là, il y avait des comiques. Alors que lui montrait qu'il fallait tenir compte de ces règles du jeu pour les contourner. Absolument. Il disait, mais en fonction de cet article, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. On ne peut pas entendre ce propos-là, qui est un propos juste et un propos vrai,
dit mais simplement si vous restez dans cette règle du jeu, vous ne pourrez pas. Et c'est dit, ça n'est pas entendu, ça n'est pas compris, et on dilue tout ça parce qu'on dit bon, c'est aussi un personnage qui fait partie de ceux qui estiment qu'on doit pouvoir aller sur la Lune, et donc on se dit bah évidemment, c'est l'idée de quelqu'un qui pense qu'il faut se dépêcher pour partir sur la Lune, bah voilà quoi, c'est l'idée de quelqu'un de lunaire pour rester. Le divorce Paris-Province est une rupture permanente. Comment la soigner aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre plus de justice, tout simplement, de bon sens? Les Girondins disaient très précisément, il y avait 83 départements à l'époque, hein, les Girondins disaient Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale. Ben voilà, ça me paraît normal que Paris ne pèse pas 95%. Combien pèse Paris aujourd'hui? Non, je dis 95, une majorité, on dira. Et que tout se passe là. Moi, j'habite en Normandie, si on doit prendre un train, quand il y en a, si on doit prendre un avion, si on doit, etc., enfin, tout passe par Paris. Si on veut voir son éditeur, si on veut venir s'exprimer sur les chaînes nationales, mais effectivement, il n'y a pas de décentralisation, il faut passer par Paris, tout est à Paris. Et effectivement, c'est une vraie révolution d'imaginer qu'on pourrait redonner aux provinces des pouvoirs, et notamment de redonner du pouvoir. Ce serait donc celle-là, selon vous, la vraie révolution. Je reviens à l'autre révolution que vous avez critiquée tout à l'heure, parce que, encore une question en tête, malgré tout, Michel Onfray, il n'était pas connu il y a quelques mois, quelques années en tous les cas. Emmanuel Macron, sans parti, sans soutien, il en a eu beaucoup après, et vous les connaissez, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, même si le mot révolution est galvaudé, malgré tout? On découvrira un jour que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit, il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français l'auraient avalé tout cru, comme évidemment. Puisque c'est tous les jours qu'on vous fait savoir que finalement il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que les mauvais ils sont parfois ridicules, parfois etc. Les comiques s'en donnent à cœur joie, et puis à un moment donné où vous finissez par dire finalement il reste plus que celui-là. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui toute la palinodie de gens qui disent ah non on va pas voter.